Qu'est-ce que l'effet de serre? Qu'est-ce qu'une serre? Chacun sait que c'est un bâtiment couvert de vitres qui laisse bien passer la lumière du soleil, mais empêche que la chaleur qui se forme à l'intérieur de la serre sous l'effet de la lumière du soleil ne se dissipe trop vite vers l'extérieur. Deux effets contribuent à retenir la chaleur prisonnière à l'intérieur de la serre. Un effet purement mécanique, les vitres empêchent tout simplement l'air chaud d'aller ailleurs, et c'est pour cela que l'on trouve des serres faites d'une simple bâche de plastique qui ne procurent que cet effet mécanique. Enfin, un effet de serre qui correspond en fait à une opacité du verre à l'infrarouge, en réponse à l'énergie reçue de l'extérieur. L'intérieur de la serre chauffe et émet des infrarouges. Or, ces infrarouges émis par l'intérieur de la serre sont interceptés par le verre, qui est un matériau très opaque pour ce rayonnement particulier, ce qui empêche l'énergie de se dissiper vers l'extérieur et fait monter la température à l'intérieur. Il existe au sein de notre atmosphère des gaz dits à effet de serre, présents en petite quantité qui jouent pour notre planète exactement le même rôle que les vitres de la serre dans l'exemple ci-dessus. Ce gaz n'empêche pas la lumière du soleil d'arriver jusqu'à nous. Ils sont très transparents au rayonnement solaire, mais empêchent le rayonnement infrarouge émis par le sol de repartir vers l'espace. Ils font ainsi office de couvercle en retenant prisonnière en quelque sorte l'énergie, donc une température élevée près du sol. Cependant, l'analogie avec la serre ne vaut que pour la partie opacité aux infrarouges. Les gaz à effet de serre n'empêchent pas physiquement le déplacement de l'air. Qu'est-ce qu'un gaz à effet de serre? Fondamentalement, un gaz à effet de serre est un gaz qui est partiellement opaque au rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre. La majeure partie d'entre eux sont transparents au rayonnement que la Terre reçoit du Soleil, mais pas tous. L'ozone en particulier est opaque aux ultraviolets reçus par le Soleil. Les divers encadrés ci-dessous précisent cette caractéristique. Les deux gaz à effet de serre les plus importants, mais il y en a d'autres, sont parfaitement naturels et présents de longue date dans notre atmosphère. La vapeur d'eau, qui occupe environ 0,3% de l'atmosphère, y est présente depuis qu'il y a de l'eau sur la surface de la Terre, c'est-à-dire 4 milliards d'années. Le gaz carbonique, qui occupe actuellement 0,037% de l'atmosphère, mais cette proportion a beaucoup varié au cours des âges. Si le chauffage supplémentaire du sol lié à cet effet de serre n'existait pas, la surface terrestre aurait une température de moins 18 degrés plutôt que plus 15 degrés. Nous aurions donc une température équivalente à celle qu'il y a sur la Lune actuellement, qui, elle, n'a pas d'atmosphère. Le danger qui est désigné par le terme effet de serre correspond à un abus de langage. Il faut lui préférer le terme de réchauffement climatique, ou mieux encore de changement climatique. Ce qui est dangereux n'est pas le phénomène en lui-même, parfaitement naturel et essentiel à notre existence, mais sa modification rapide du fait de l'homme. Modification qui, elle, est porteuse de graves dangers potentiels, comme on le verra plus loin. Cette modification ne se résume pas à un changement de température, loin s'en faut. Quelques explications un peu plus techniques. Notre étoile, le Soleil, nous envoie chaque jour une quantité considérable d'énergie. En une année, l'humanité tout entière consomme une énergie qui représente moins de 3% de ce que le Soleil nous envoie chaque jour. Cette énergie solaire arrive sous forme de rayonnements électromagnétiques dont la lumière fait partie. Les rayonnements électromagnétiques se décomposent comme suit. La lumière, les infrarouges, les ultraviolets, les rayons X, les ondes radio, les micro-ondes, que l'on retrouve dans les fours, et pour ceux qui s'intéressent à leur radioactivité, les rayons gamma, que l'on retrouve dans le célèbre incroyable Hulk. Tous ces rayons sont des rayonnements qui ont la même nature. Ils forment la vaste famille des rayonnements électromagnétiques. Tout corps ayant dépassé le zéro absolu, c'est-à-dire moins 273,15 de nos degrés, émet du rayonnement électromagnétique pour dissiper une partie de son énergie. S'il n'est pas très chaud, il n'émettra que des ondes radio. C'est le cas de certains objets dans l'espace où, effectivement, il ne fait pas chaud, moins 270 degrés Celsius. S'il est plus chaud, il émet aussi des infrarouges. Par exemple, notre corps émet des infrarouges même la nuit. Et c'est grâce à cela qu'on peut construire des caméras à infrarouges qui permettent de voir la nuit en captant des infrarouges. S'il est encore plus chaud, à partir de 700 degrés par exemple, un morceau de métal chauffé au rouge, il émettra aussi de la lumière visible. Dans nos ampoules électriques, nous ne faisons rien d'autre que de chauffer à l'électricité un filament de métal vers les 2700 degrés, ce qui les fait rayonner de la lumière visible. Encore plus chaud, il émettra des ultraviolets, c'est le cas du Soleil. Encore plus chaud, il émettra des rayons X, et c'est le cas de certains corps célestes. Le Soleil, qui est très chaud,
6000 degrés à la surface, nous envoie un rayonnement composé de 10% d'ultraviolet, dont une bonne partie est arrêtée par la fameuse couche d'ozone, heureusement pour nous d'ailleurs, car ces ultraviolets sont des rayonnements énergétiques et sont néfastes à la vie. Ils ont tendance à casser dans les cellules vivantes les liaisons chimiques indispensables. Ils nous envoient également 40% de lumière visible, 50% d'infrarouge. La Terre, qui n'est pas très chaude, 15 degrés, émet uniquement des infrarouges, qui ne sont pas les mêmes que ceux du Soleil. Or, un matériau peut très bien être transparent pour l'un de ces rayonnements et pas pour les autres. Notre propre corps, par exemple, est transparent pour les rayons X qui passent à travers. C'est cette faculté que l'on utilise pour permettre de voir les os en radiographie. Par contre, il n'est pas du tout transparent pour la lumière visible. Et en fait, quand on nous éclaire, ce qu'on voit de l'autre côté, c'est l'ombre. En aucun cas, ces rayons ne passent à travers notre corps, comme les rayons X. Lorsque le rayonnement solaire arrive sur notre planète, 30% est directement réfléchi dans l'espace, par des nuages, 20%, et les diverses couches de l'atmosphère, 6%, et par la surface, 4%, qui comportent notamment une part non négligeable de glace, les calottes polaires, qui sont particulièrement réfléchissantes. Le reste est absorbé par diverses composantes de notre planète, sol, océan, atmosphère, voir le schéma ci-dessous. Puis finalement, réémis vers l'espace sous forme de rayonnement infrarouge. En effet, tout comme notre peau chauffe si on la met au soleil, la surface de la Terre et l'atmosphère chauffent lorsqu'elles sont exposées à la lumière en captant son énergie, et en retour émet des infrarouges. Les gaz à effet de serre qui avaient laissé passer une partie de la lumière sans encombre ont par contre la propriété d'absorber une partie de ces infrarouges. Ce faisant, ils en récupèrent l'énergie et chauffent. Tout comme la surface de la Terre, ils vont dissiper cette énergie en émettant eux aussi des infrarouges, dont une partie retourne vers le sol, le chauffant donc une deuxième fois, après que le Soleil l'ait fait chauffer une première fois. Cette interception de la chaleur conduit donc ces gaz à effet de serre, puis l'atmosphère basse, on parle de troposphère, puis la surface de la Terre, à être plus chaud que si le rayonnement infrarouge passait à travers de l'atmosphère sans être intercepté. Bien sûr, le système finit toujours par s'équilibrer, mais il s'équilibre avec une température de surface supérieure à celle qu'il aurait eue si ces gaz n'étaient pas là. Voici le fonctionnement général simplifié de l'atmosphère. Les chiffres représentant la valeur moyenne temporelle sur l'année et géographique sur la surface de la planète en watts par mètre carré de chaque flux d'énergie représenté. Le réchauffement climatique peut donc en première approximation être résumé de la manière suivante. Quand on augmente la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, cela augmente son opacité au rayonnement terrestre, et donc le terme B, le rayonnement infrarouge terrestre, qui parvient à s'échapper directement vers l'espace diminue. Corrélativement, c'est-à-dire en même temps, le terme C augmente, ce qui conduit l'atmosphère à recevoir plus d'énergie. Elle rayonne donc plus, et le terme D augmente aussi. Le sol va donc recevoir une énergie accrue, et sa température moyenne va monter. Revenons maintenant aux rayons électromagnétiques. Sur ce diagramme, on voit les émissions et absorptions des rayonnements du Soleil et de la Terre. Voici le schéma de la distribution du rayonnement du Soleil et de la Terre, et la représentation simplifiée de l'absorption par les gaz à effet de serre. En bleu, on voit la vapeur d'eau, H2O. En rouge, le gaz carbonique, CO2. En orange, l'ozone, O3. Le méthane en vert, CH4. Le protoxyde d'azote, NO2, en rose. Enfin, l'oxygène en gris. On a représenté sur le diagramme ci-dessous deux courbes qui représentent la répartition par longueur d'onde des rayonnements émis par le Soleil. 6000 K pour le Soleil, car il est à 6000 Kelvin en surface, et pour la Terre, 255 K, c'est-à-dire la température de la Terre sans effet de serre. 255 K, c'est à peu près moins 18 degrés. La distribution du rayonnement pour plus 15 degrés, c'est-à-dire 287 K, est de toute façon quasiment identique. Rappelons-nous simplement que entre les degrés Kelvin et les degrés Celsius, il s'agit juste d'un décalage de 0 des températures.